Commence une période pour Verdi qu'il appelle les années de galère. C'est-à-dire qu'il est obligé de composer énormément pour gagner sa vie, même s'il est très dur en affaires, c'est-à-dire qu'il essaie de vraiment se faire bien payer à chaque fois. Ça prend énormément de temps, d'énergie, de se battre pour gagner un peu d'argent. Et il y a un gros problème encore en Italie à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de système de droit d'auteur et de protection des droits d'auteur. Ce qui fait que pour vraiment se faire payer, il faut être là lors des représentations. C'est-à-dire que si quelqu'un s'avise de vous prendre votre partition et d'aller la monter ailleurs, ben, vous ne gagnez rien. Donc il faut surveiller, il faut être là, il faut éventuellement être là pour superviser, sinon vous ne gagnez pas d'argent. Et surtout, le public demande toujours et toujours de la nouveauté. Et donc il faut composer énormément, ce qui veut dire aussi qu'il n'a pas trop le loisir de prendre le temps de choisir des bons livrets. Donc pendant cette période-là, on va avoir un certain nombre de chefs-d'œuvre, mais aussi d'œuvres qui ne sont pas fortement restées à la postérité, et notamment à cause de la rapidité d'écriture et de la qualité médiocre du livret. Alors, la chose qui va assurer à chaque fois un minimum de succès, c'est ce qu'ils appellent la dose de risorgimentiste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans toutes les œuvres, déjà, ils vont choisir des œuvres propices à mettre des grands chœurs patriotiques. C'est-à-dire des chœurs qui vont inciter soit les Italiens à l'unité, soit leur rappeler leur gloire perdue, c'était le principe des Lombards, leur dire vous avez été un grand peuple qui est allé combattre pour le tombeau du Christ, rappelez-vous. Et à chaque fois on met des grands chœurs. Alors le premier dans le genre, vous savez, c'était celui de Nabucco, où les Hébreux en exil à Babylone se souvenaient de leur patrie lointaine. Dans les Lombards, on a également un grand chœur qui est un peu copié sur celui des Hébreux, où on voit les Lombards dans le désert en train de se souvenir de leur belle plaine de Lombardie. Et de temps en temps, on a aussi des chœurs plus énergiques qui appellent au combat. Par exemple, dans Hernani, où il va mettre un grand chœur que se réveille le lion de Castille. Et les choristes, sans qu'on leur donne l'ordre, les choristes, au lieu de changer, au lieu de dire Castille, on dit Venezia, évidemment, vu que ça a été créé à Venise. Et ça, c'est volontaire, c'est choisi par le librettiste, mais c'est de concert avec Verdi, parce qu'ils savent que ça va susciter l'engouement du public. Et ça assure un succès minimum pour toutes les créations de cette époque. Et également, ça inquiète fortement la censure, parce qu'à cette époque-là, la moindre création de Verdi suscite l'engouement des foules italiennes. Et parfois un engouement qui peut devenir violent. Pour la création d'Attila, par exemple, lorsque les Huns sont arrivés sur scène, il y a eu tous les officiers autrichiens qui étaient au parterre ont été conspués par le public. Donc c'est toujours très très délicat, la censure surveille. Des fois, elle laisse passer des choses qui, alors que ça pouvait être sulfureux. Des fois, elle ne laisse pas passer, alors que, a priori, Verdi n'avait pas de mauvaises intentions. Hernani est passé à Venise. Les Due Foscari ne pas passer à Venise, alors qu'il n'y avait aucun grand cœur patriotique, aucune intention politique, mais parce que c'était l'histoire de la Doge de Venise. Et donc, ils se sont dit, ça va éveiller l'élan, l'instinct patriotique des Vénitiens. Et donc ça a été interdit, donc ils ont dû le créer à Rome, sans succès, d'ailleurs parce que c'était pas assez vigoureux, pas assez de cœur, trop triste, trop intime, trop intimiste. Pourtant c'est ça qui fera le succès plus tard de Verdi, ce sera les grands opéras intimistes. Mais à l'époque, il n'a pas encore totalement le modèle qui marchera. Giovanna d'Arco, pas Giovanni mais Giovanna d'Arco, pareil, livret bizarre, avec Jeanne d'Arc, folle amoureuse du roi. C'est pas tout à fait catholique, on va dire. Mais il y a des grands chœurs, évidemment, des grands chœurs patriotiques. Mais malgré tout, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où le public non plus ne se fait pas avoir. Alcira, donc d'après Voltaire, pour le coup, là, tout le monde dira que c'est mauvais, même Verdi, et il laisse sa partition de côté, comme quoi on ne peut pas faire non plus que des choses géniales. Par contre, Attila est un triomphe. Il y a un très bel air de basse, mais surtout, c'était dans... Attila est un c'est-à-dire un Hongrois,
et l'Italie est occupée par l'Autriche-Hongrie. Donc forcément, les Italiens ont fait le lien, et donc ils ont énormément, ils se sont assimilés aux Italiens, puisqu'en plus c'est l'histoire d'un Hongrois qui envahit le nord de l'Italie. Et à la fin, dans Attila, il y a même un chœur des Italiens qui ont survécu, qui annonce qu'ils vont bientôt fonder une magnifique cité dans la lagune. Bon, suivez mon regard, personne, surtout que c'était créé à la Fenice, personne n'est dupe, quoi. Donc ça, c'est ça qui va faire le succès de Verdi en Italie. Ça n'empêche, c'est pas que les livrets, mais il sait s'y prendre pour plaire au public. En même temps, lui, il aime bien aussi les choses un petit peu plus personnelles, un peu plus intimistes. Donc il va faire aussi quelque chose dans un autre genre, c'est Macbeth. Macbeth, c'est d'après Shakespeare. C'est plutôt dans les brumes du Nord, c'est plutôt romantique. C'est moins dans l'esprit des grandes œuvres historiques qu'il a faites jusque-là. Ça va pas très bien marcher. On va même lui dire qu'il ne connaît rien à Shakespeare, alors qu'il adore Shakespeare, qu'il a tout lu Shakespeare, mais c'est pas grave. Mais cette œuvre-là, par contre, a déjà la patte verdienne du grand Verdi des années qui vont venir, avec des rôles très marqués psychologiquement parlant, pas d'histoire d'amour. Verdi a toujours été très mauvais en histoire d'amour, c'est pas trop sa tasse de thé, il est très prude. Il aime mieux les personnages un peu troublés psychologiquement, comme Macbeth et Lady Macbeth. Donc ça, c'est créé à Florence. Mais il continue, encore à la fin des années 40, dans sa lignée, en faisant... Alors il va adapter, donc je vous ai dit, les Lombards pour faire Jérusalem, et il commence à se faire connaître à Paris. Donc sa réputation s'étend un petit peu en Europe. Et en 48, il y a la Révolution en France, vous savez. Et du coup, les Italiens vont avoir l'espoir que justement cette révolution éveille un petit peu le patriotisme italien, et ils sont persuadés qu'en 48, ça y est, le moment est venu, on va pouvoir se libérer de la tutelle autrichienne. Donc on a toute une série de révoltes, notamment à Milan, et Verdi participe. Comment il participe? Il prend un opéra qui raconte l'histoire du combat des Italiens contre l'empereur Barberousse. On ne peut pas faire plus clair. Et en plus, il donne un rôle minimal à Barberousse, pour surtout pas que les gens aient un soupçon d'envie d'avoir de la sympathie pour Barberousse. Mais bon, alors c'est à ce moment-là qu'il est proclamé tribun musical, représentant de l'Italie. Il devient à ce titre l'idole des patriotes italiens. Bon, il l'était déjà, mais alors là, ça devient officiel en 48. Mais bon, l'unification ne se fait pas. Et finalement, donc, les Autrichiens demandent à ce que le roi du Piémont, c'était Piémont qui était un petit peu à la tête de tout ça, le roi du Piémont abdique, et ils mettent à sa place le fils du roi du Piémont, qui est un certain Victor Emmanuel, en se disant, ce Victor Emmanuel va être à notre botte. Et ce qui est étonnant, ce qui est marrant, c'est que Victor Emmanuel va être à l'origine justement de l'unification de l'Italie contre les Autrichiens. Donc ils ont mal, politiquement, là, ils ont mal joué. Mais à ce stade, bon, Verdi, lui, est un peu déprimé, il a pas eu... tous les espoirs sont un peu déçus en 48, et du coup, il arrête de l'opéra engagé. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer les grandes œuvres de la période de maturité. Donc, il se retire de la politique et il s'installe dans une petite propriété qu'il a achetée à Sant'Agata, près de Busseto. Il s'y installe avec une femme qui est la cantatrice qui avait créé le rôle d'Abigail dans Nabucco, qui s'appelle Giuseppina Strepponi. Il n'épouse pas, il va l'épouser 19 ans plus tard. Et donc il va y avoir une relation très libre entre eux, qui est très mal perçue par les villageois, évidemment. Et ça va poser un certain nombre de problèmes, puisqu'il laisse Giuseppina toute seule. Donc lui, il va aller se balader un peu partout, elle reste toute seule dans le village, et elle reçoit des jets de pierre, des seaux d'eau, des choses désagréables. Et donc, évidemment, quand ils verront la Traviata, enfin, la Dame aux Camélias à Paris, ils seront très, très touchés, parce que c'est vraiment ce que vit Giuseppina. Donc il s'installe avec Giuseppina, et il va commencer à faire des œuvres d'une tonalité beaucoup plus intimiste.
notamment basée sur les relations parents-enfants. Une des premières dans le genre, c'est Louisa Miller, qui est jouée en 1949 à Naples, d'après Schiller. Une histoire absolument sinistre, avec une fille qui meurt dans les bras de son père et qui annonce le futur Rigoletto. Donc le Rigoletto fait partie de ce qu'on a appelé la trilogie populaire. La trilogie populaire, ça va être les 3 opéras qui vont rendre célèbre Verdi dans le monde entier. À ce stade, on est à 50, il n'y a plus de compositeur italien digne de ce nom, capable de lui faire concurrence. Le dernier en date, c'était Donizetti, mais il n'est plus en état de composer. Donc, il est le seul, dans les années 50, à porter l'opéra italien. Et il va faire 3 chefs-d'œuvre à suivre, qu'on a appelé donc la trilogie populaire, chacun axé sur un personnage qui est un paria. Rigoletto, le personnage principal, est un bossu. C'est inimaginable autrefois sur scène à l'opéra. La Traviata, c'est une courtisane. Et en plus, ça se passe à l'époque du compositeur. C'est inimaginable également. Et le troisième, ce sera dans le trouvert, ce sera une gitane. Une gitane complètement folle. Donc 3 personnages très marquants et qui vont être les piliers des livrets, qui est très novateur. C'est plus uniquement le ténor et la soprano qui sont amoureux et le baryton qui les en empêche, comme c'était un peu la tradition dans le bel canto, quoi. Donc ça change tout. Et il change aussi toute la structure des livrets. Il va abandonner les structures traditionnelles du bel canto et il va faire des livrets avec de plus en plus de continuité musicale, de moins en moins de césure entre les différents morceaux. Rigoletto, donc, est créé en 51 à Venise, c'est un succès phénoménal. Donc c'est l'histoire, donc ça se passe normalement à l'époque de François Ier, puisque c'est tiré du Roi Samus de Victor Hugo. On ne pouvait pas mettre François Ier sur scène, c'était pas possible. Donc on l'a transformé en duc de Mantoue. Et c'est un coureur de jupons, évidemment. Et il a un bouffon, qui est un bossu, qui prend un malin plaisir à se moquer de tous les courtisans, parce que c'est son métier de bouffon, et en plus il les déteste, donc ça lui fait plaisir de se moquer des courtisans. Mais les courtisans vont se venger de lui en enlevant sa fille, parce que le bossu a une fille qui l'adore et qui protège un petit peu trop d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il l'a sortie du couvent pour l'enfermer dans une maison dont elle n'a pas le droit de sortir, donc elle ne connaît rien du monde. Et évidemment, elle va tomber amoureuse du premier bellâtre venu, et ce bellâtre, ce sera le duc de Mantoue. Et donc elle va être séduite et déshonorée par le duc de Mantoue. Rigoletto jure de se venger, mais il ne peut pas se venger tant qu'il n'a pas réussi à convaincre sa fille que c'était une vérole. Donc, il ménigance sa vengeance, il embauche un tueur à gages, et le tueur à gages, pour faire venir le duc de Mantoue chez lui, utilise sa sœur, qui est une belle femme qui danse dans les rues et qui a réussi à faire venir le duc chez le tueur à gages. Donc, le duc arrive et commence à faire la cour à la sœur qui s'appelle Maddalena. Rigoletto est à l'extérieur, sa fille aussi, et il commente la scène. Donc ça a donné un quatuor assez exceptionnel, qui vraiment révèle l'art de Verdi en matière de composition, puisqu'on a 4 voix différentes, 4 personnes qui disent 4 textes différents sur de la musique différente. Du point de vue composition, c'est quand même bien vu. Donc on va avoir d'un côté la voix de ténor très lyrique, un peu bellâtre du duc de Mantoue, très séduisante, très mélodieuse. On a le rire un peu sardonique de la jeune Maddalena, qui le trouve charmant, même sans être vraiment dupe de son jeu, elle le trouve tout à fait amusant. C'est un contralto. On a Rigoletto qui bougonne en lui disant « Je t'avais bien dit, ma fille, mais tu verras, tu vas être vengée », donc dans les graves. Et Gilda qui pleure, donc qui a des hoquets de soprano légers qui n'arrête pas de s'arrêter de sangloter. Donc ça donne le fameux quatuor que je vais vous mettre. Et ensuite, on va avoir une adaptation par notre ami Franz Liszt de ce même quatuor. Donc je crois même que c'est une paraphrase. Il commence avec le quatuor et après il part un petit peu en délire.
Thank you.